Chapitre 12. Dans les ténèbres. Nous sortîmes du palais alors que le soleil était encore en partie au-dessus de l'horizon. J'avais décidé d'atteindre le Sphinx blanc le lendemain matin de bonne heure, et je me proposais de traverser avant la nuit la forêt qui m'avait arrêté en venant. Mon plan était d'aller aussi loin que possible ce soir-là, et ensuite de préparer un feu à la lueur duquel nous pourrions dormir. En conséquence, au long du chemin, je ramassais des herbes sèches et des branches, dont j'eus bientôt les bras remplis. Ainsi chargés, nous avancions plus lentement que je ne l'avais prévu, et de plus, Vina était très fatiguée. Je commençais aussi à sentir un assoupissement me gagner, si bien qu'il faisait tout à fait nuit lorsque nous atteignîmes l'orée de la forêt. Vina, redoutant l'obscurité, avait voulu s'arrêter à la lisière. Mais la singulière sensation d'une calamité imminente, qui aurait dû, en fait, me servir d'avertissement, m'entraîna en avant. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours et 1 nuit, et j'étais fiévreux et irritable. Je sentais le sommeil me vaincre, et avec lui venir les morlocks. Tandis que nous hésitions, je vis parmi les buissons, ternes dans l'obscurité profonde, 3 formes rampantes. Il y avait autour de nous des broussailles et des hautes herbes, et je ne me sentais pas protégé contre leur approche insidieuse. La forêt, à ce que je supposais, devait avoir un peu plus d'1 kilomètre de largeur. Si nous pouvions, en la traversant, atteindre le versant dénudé de la colline, là, me semblait-il, nous trouverions un lieu de repos absolument sûr. Je pensais qu'avec mes allumettes et le camphre, je réussirais à éclairer mon chemin à travers la forêt. Cependant, il était évident que si j'avais à agiter d'une main les allumettes, il me faudrait abandonner ma provision de bois. Aussi, je la posai à terre, bien à contre-cœur. Alors me vint l'idée de stupéfier nos amis derrière nous en l'allumant. Je devais bientôt découvrir l'atroce folie de cet acte, mais il se présentait à mon esprit comme une tactique ingénieuse destinée à couvrir notre retraite. Je ne sais pas si vous avez jamais songé à la rareté d'une flamme naturelle en l'absence de toute intervention humaine et sous un climat tempéré. La chaleur solaire est rarement assez forte pour produire la flamme, même quand elle est concentrée par des gouttes de rosée, comme c'est quelquefois le cas en des contrées plus tropicales. La foudre peut abattre et carboniser, mais elle est rarement la cause d'incendies considérables. Des végétaux en décomposition peuvent occasionnellement couver de fortes chaleurs pendant la fermentation, mais il est rare qu'il en résulte de la flamme. À cette époque de décadence, l'art de produire le feu avait été oublié sur la terre. Les langues rouges qui s'élevaient en léchant le tas de bois étaient pour Vina une chose étrange et entièrement nouvelle. Elle voulait en prendre et jouer avec. Je crois qu'elle se serait jetée dedans si je ne l'avais pas retenue. Mais je l'enlevai dans mes bras, et, en dépit de sa résistance, m'enfonçai hardiment droit devant moi, dans la forêt. Jusqu'à une certaine distance, la flamme éclaira mon chemin. En me retournant, je pus voir, à travers la multitude d'étrons, que, de mon tas de brindilles, la flamme s'étendait à quelques broussailles adjacentes, et qu'une courbe de feu s'avançait dans les herbes de la colline. À cette vue, j'éclatai de rire, et, me retournant du côté des arbres obscurs, je me remis en marche. Il faisait très sombre, et Vina se cramponnait à moi convulsivement. Mais comme mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, il faisait encore suffisamment clair pour que je pusse éviter les troncs. Au-dessus de moi, tout était noir, excepté çà et là une trouée où le ciel bleu lointain brillait sur nous. Je n'allumais pas d'allumette, parce que mes mains n'étaient pas libres. Sur mon bras gauche, je portais ma petite amie, et dans ma main droite, j'avais ma barre de fer. Pendant un certain temps, je n'entendis autre chose que les craquements des branches sous mes pieds, le frémissement de la brise dans les arbres, ma propre respiration, et des pulsations du sang dans mes oreilles. Puis il me sembla percevoir une infinité de petits bruits autour de moi. Les petits bruits répétés devinrent plus distincts, et je perçus clairement les sons et les voix bizarres que j'avais déjà entendus dans le monde souterrain. Ce devaient être évidemment les morlocks, qui m'enveloppaient peu à peu.
Et de fait, 1 minute après, je sentis un tiraillement à mon habit. Puis quelque chose à mon bras. Vina frissonna violemment et devint complètement immobile. C'était le moment de craquer une allumette. Mais pour cela, il me fallut poser Vina à terre. Tandis que je fouillais dans ma poche, une lutte s'engagea dans mes ténèbres à mes genoux. Vina était absolument silencieuse, et les Morlocks roucoulant de leur singulière façon, et de petites mains molles tâtant mes habits et mon dos, allant même jusqu'à mon cou. Alors je grattai l'allumette qui s'enflamma en crépitant. Je la levai en l'air, et je vis le dos livide des Morlocks qui s'enfuyaient parmi les troncs. Je pris en hâte un morceau de camphre et me tins prêt à l'enflammer dès que l'allumette serait sur le point de s'éteindre. Puis j'examinai Vina. Elle était étendue, étreignant mes jambes, inanimée, et la face contre le sol. Pris d'une terreur soudaine, je me penchai vers elle. Elle respirait à peine. J'allumai un morceau de camphre et le posai à terre. Tandis qu'il éclairait et flambait, éloignant les Morlocks et les ténèbres, je m'agenouillai et soulevai Vina. Derrière moi, le bois semblait plein de l'agitation et du murmure d'une troupe nombreuse. Vina paraissait évanouie. Je la mis doucement sur mon épaule et me relevai pour partir, mais l'horrible réalité m'apparut. En m'occupant des allumettes et de Vina, j'avais tourné plusieurs fois sur moi-même, et je n'avais plus maintenant la moindre idée de la direction à suivre. Tout ce que je pus savoir, c'est que probablement je faisais face au palais de porcelaine verte. Une sueur froide m'envahit. Il me fallait rapidement prendre une décision. Je résolus d'allumer un feu et de camper où nous étions. J'adossai Vina, toujours inanimée, contre un tronc moussu, et en toute hâte, avant que mon dernier morceau de camphre ne s'éteignît, je me mis à rassembler des brindilles et des feuilles sèches. Ici et là, dans les ténèbres, les yeux des Morlocks étincelaient comme des escarboucles. La flamme du camphre vacilla et s'éteignit. Je craquai une allumette, et aussitôt 2 formes blêmes, qui dans le court instant d'obscurité s'étaient rapprochées de Vina, s'enfuirent, et l'une d'elles fut tellement aveuglée par la lueur soudaine qu'elle vint droit sur moi. Et je sentis ses os se broyer sous le coup de poing que je lui assénais. Elle poussa un cri de terreur, chancela un moment, et s'abattit. J'enflammai un autre morceau de camphre et continuai à rassembler mon bûcher. Soudain, je remarquai combien sec était le feuillage au-dessus de moi, car depuis mon arrivée sur la machine, l'espace d'1 semaine, il n'était pas tombé une goutte de pluie. Aussi, au lieu de chercher entre les arbres des brindilles tombées, je me mis à atteindre et à briser des branches. J'eus bientôt un feu de bois vert et de branches sèches, qui répandaient une fumée suffocante, mais qui me permettait d'économiser mon camphre. Alors que je m'occupais de Vina, toujours étendue auprès de la massue de fer, je fis comme je pus pour la ranimer. Mais elle était comme morte. Je ne pus même me rendre compte si elle respirait ou non. La fumée maintenant se rabattait dans ma direction, et, engourdi par son âcre odeur, je dus m'assoupir tout d'un coup. De plus, il y avait encore dans l'air des vapeurs de camphre. Mon feu pouvait durer encore pendant une bonne heure. Je me sentais épuisé après tant d'efforts, et je m'assis. La forêt aussi était pleine d'un étourdissant murmure, dont je ne pouvais comprendre la cause. Il me sembla que je venais de fermer les yeux et que je les rouvrais. Mais tout était noir, et sur moi je sentis les mains des Morlocks. Repoussant vivement leurs doigts agrippeurs, en hâte, je cherchai dans ma poche la boîte d'allumettes. Elle n'y était plus. Alors ils me saisirent et cherchèrent à me maintenir. En 1 seconde, je compris ce qui s'était passé. Je m'étais endormi et le feu s'était éteint. L'amertume de la mort m'emplit l'âme. La forêt semblait envahie par une odeur de bois qui brûle. Je fus saisi par le cou, par les cheveux, par les bras, et maintenu à terre. Ce fut une indicible horreur de sentir dans l'obscurité toutes ces créatures molles entassées sur moi. J'eus la sensation de me trouver pris dans une énorme toile d'araignée.
J'étais accablé et ne luttais plus. Mais soudain, je me sentis mordu au cou par de petites dents aiguës. Je me roulais de côté, et par hasard, ma main rencontra le levier de fer. Cela me redonna du courage. Je me débattis, secouant de sur moi ces rats humains, et, tenant court le levier, je frappai où je croyais qu'était leur tête. Je sentais sous mes coups un délicieux écrasement de chair et d'os, et, en un instant, je fus délivré. L'étrange exultation qui, si souvent accompagne le rude combat, m'envahit. Je savais que Vina et moi étions perdus, mais je résolus que les Morlocks payeraient cher notre peau. Je m'adossai à un arbre, brandissant ma barre de fer devant moi. La forêt entière était pleine de leurs cris et de leur agitation. 1 minute s'écoula. Leurs voix semblèrent s'élever à un haut diapason d'excitation, et leurs mouvements devinrent plus rapides. Pourtant, aucun ne passa à portée de mes coups. Je restai là, cherchant à percer les ténèbres, quand tout à coup l'espoir me revient. Quoi donc pouvait ainsi effrayer les Morlocks? Et au même moment, je vis une chose étrange. Les ténèbres parurent devenir lumineuses. Vaguement, je commençai à distinguer les Morlocks autour de moi. 3 d'entre eux abattus à mes pieds. Et je remarquai alors, avec une surprise incrédule, que les autres s'enfuyaient en flots incessants, à travers la forêt, droit devant moi. Et leur dos n'était plus tout blanc, mais rougeâtre. Tandis que, bouche bée, je les regardais passer, je vis dans une trouée de ciel étoilé, entre des branches, une petite étincelle rouge voltiger et disparaître. Et je compris alors l'odeur du bois qui brûle, le murmure étourdissant qui maintenant devenait grondement, les reflets rougeâtres et la fuite des Morlocks. M'écartant un instant de mon tronc d'arbre, je regardai en arrière et je vis, entre les piliers noirs des arbres les plus proches, des flammes de la forêt en feu. C'était mon dernier bivouac qui me rattrapait. Je cherchais Vina, mais elle n'était plus là. Derrière moi, les sifflements et les craquements, le bruit d'explosion de chaque tronc qui prenait feu, laissait peu de temps pour réfléchir. Ma barre de fer bien en main, je courus sur les traces des Morlocks. Ce fut une course affolante. Une fois, les flammes s'avancèrent si rapidement sur ma droite que je fus dépassé et dus faire un détour sur la gauche. Mais enfin, j'arrivai à une petite clairière, et, à cet instant, un Morlock accourut en trébuchant de mon côté, me frôla, et se précipita droit dans les flammes. J'allais contempler maintenant le plus horrible et effrayant spectacle qu'il me fût donné de voir dans cet âge à venir. Aux lueurs du feu, il faisait dans cet espace découvert aussi clair qu'en plein jour. Au centre était un monticule, un tumulus, surmonté d'un buisson d'épines desséchées. Au-delà, un autre bras de la forêt brûlait, où se tordaient déjà d'énormes langues de flammes jaunes qui encerclaient complètement la clairière d'une barrière de feu. Sur le monticule, il y avait 30 ou 40 Morlocks, éblouis par la lumière et la chaleur, courant de ci de là, en se heurtant les uns aux autres dans leur confusion. Tout d'abord, je ne pensais pas qu'ils étaient aveuglés, et, avec ma barre de fer, en une frénésie de crainte, je les frappais quand ils m'approchaient, en tuant un et en estropiant plusieurs autres. Mais, quand j'eus remarqué les gestes de l'un d'entre eux, tâtonnant autour du buisson d'épines, et que j'eus entendu leurs gémissements, je fus convaincu de leur misérable état d'impuissance au milieu de cette clarté, et je cessai de les frapper. Cependant, de temps à autre, l'un d'eux accourait droit sur moi, me donnant chaque fois un frisson d'horreur qui me jetait de côté. Un moment, les flammes baissèrent beaucoup, et je craignis que ces infectes créatures ne pussent m'apercevoir. Je pensais même, avant que cela n'arrivât, à entamer le combat en tuant quelques-uns. Mais les flammes s'élevèrent de nouveau avec violence, et j'attendis. Je me promenais à travers eux, en les évitant, cherchant quelques traces de Vina. Mais Vina n'était pas là. À la fin, je m'assis au sommet du monticule, contemplant cette étrange troupe d'êtres aveugles, courant ici et là, en tâtonnant et en poussant des cris horribles, tandis que les flammes se rabattaient sur eux. D'épaisses volutes de fumée inondaient le ciel,
et à travers les rares déchirures de cette immense daie rouge, lointaines comme si elles appartenaient à un autre univers, étincelaient les petites étoiles. 2 ou 3 Morlocks vinrent trébucher contre moi, et je les repoussai à coups de poing en frissonnant. Pendant la plus grande partie de cette nuit, je fus persuadé que tout cela n'était qu'un cauchemar. Je me mordis et poussai des cris, dans un désir passionné de m'éveiller. De mes mains, je frappais le sol, je me levai et me rassis, errai çà et là, et me rassis encore. J'en arrivai à me frotter les yeux et à crier vers la Providence de me permettre de m'éveiller. 3 fois, je vis un Morlock, en une sorte d'agonie, s'élancer tête baissée dans les flammes. Mais enfin, au-dessus des dernières lumières rougeoyantes de l'incendie, au-dessus des masses ruisselantes de fumée noire, des troncs d'arbres à demi consumés, et du nombre diminué de ces vagues créatures, montèrent les premières blancheurs du jour. De nouveau, je me mis en quête de Vina, mais je ne la trouvai nulle part. Il était clair que les Morlocks avaient laissé son pauvre petit corps dans la forêt. Je ne puis dire combien cela adoucit ma peine de penser qu'elle avait échappé à l'horrible destin qui lui semblait réservé. En pensant à cela, je fus presque sur le point d'entreprendre un massacre de ces impuissantes abominations qui couraient encore autour de moi. Mais je me contins. Ce monticule, comme je l'ai dit, était une sorte d'îlot dans la forêt. De son sommet, je pouvais maintenant distinguer, à travers une brume de fumée, le palais de porcelaine verte, ce qui me permit de retrouver ma direction vers le sphinx blanc. Alors, abandonnant le reste de ces âmes damnées, qui se traînaient encore de ci de là, en gémissant, je liai autour de mes pieds quelques touffes d'herbe, et m'avançant, en boitant, à travers les cendres fumantes et parmi les troncs noirs qu'agitait encore une combustion intérieure, dans la direction de la cachette de ma machine. Je marchais lentement, car j'étais presque épuisé, autant que boiteux, et je me sentais infiniment malheureux de l'horrible mort de la petite Vina. Sa perte me semblait une accablante calamité. En ce moment, dans cette pièce familière, ce que je ressens me paraît être beaucoup plus le regret qui reste d'un rêve qu'une véritable perte. Mais ce matin-là, cette mort me laissait de nouveau absolument seul, terriblement seul. Le souvenir me revint de cette maison, de ce coin du feu, de quelques-uns d'entre vous, et avec ces pensées m'envahit le désir de tout cela, un désir qui était une souffrance. Mais, en avançant sur des cendres fumantes, sous le ciel brillant du matin, je fis une découverte. Dans la poche de mon pantalon, il y avait encore quelques allumettes qui avaient dû s'échapper de la boîte avant que les Morlocks ne la prissent.